Guilain, après l'effectuation qui a été bien appréciée, et d'ailleurs j'arrête pas de la recommander à des interlocuteurs que j'ai par ailleurs, même pour le business, vous regardez la vidéo de Guilain qui est disponible dans le mini-formation sur flex-tv.fr sur l'effectuation. C'est pas que ces 15 minutes qui peuvent vous changer exactement tout ce que vous pensez et vous inspirer. Effectuation. Alors toi, t'es passionné. Donc, la dernière fois, j'ai parlé de la partie effectuation. Juste pour montrer très très rapidement, pour recaler par rapport à la fois dernière, il faut que j'arrive à trouver le sens. Voilà, je me cale. Donc, l'effectuation, le sujet, c'est la situation est complètement incertaine, on ne peut plus rien prévoir. Donc, il faut pas faire de plan, il faut faire avec ce que l'on a. Et donc, quand on part du présent, on vise des résultats suffisants. Donc ça, j'en ai parlé la dernière fois, je vais pas revenir dessus. Ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est que donc l'effectuation, on vise pas de plan, et donc c'est la méthode de travail au quotidien qui est importante. Hein. On l'a bien compris. Et il y a une méthode qui fonctionne assez bien avec l'effectuation, qui s'appelle Lean Startup. Je vous recommande la lecture de ce livre. Peut-être que plus tard, un jour, quand on sera très très pro, on pourra mettre les liens et vous pourrez les retrouver, mais on y travaille. On fait de l'effectuation en fait, avec la Flex Bien TV. entendu. Donc on se flagelle pas, mais on essaie de s'améliorer. Et n'importe qui a une bonne idée et qui veut améliorer ce qu'on fait, bienvenue, vous me contactez n'importe qui intervient ici. On est participatif, il n'y a pas de chef, je sais pas quoi. Chacun vient avec le meilleur de ce qu'il a. Et ça s'appelle l'effectuation et ça donne le résultat que vous voyez en ce moment. Alors Guilain, aujourd'hui tu nous parles du Lean Startup. Voilà, et donc le couplage entre effectuation et Lean Startup, c'est que en effectuation, on part de ce qu'on a. Donc, si on faisait un schéma pour savoir ce que l'on a, on va se retrouver avec nos compétences, nos talents, qui nous sommes, qui nous connaissons, notre stock quand on est une entreprise, nos moyens quand on peut produire. Et puis, évidemment, nous avons tous également accès à des ressources faciles. Je pense par exemple, vous voulez monter un site web, aujourd'hui, vous allez sur Google Site, vous avez un truc. Bref, des ressources qui sont gratuites, faciles et accessibles, il y en a plein. Donc ça, c'est ce qu'on a. C'est une bonne façon de déterminer un point de départ. Et donc, avec ce que l'on a, on peut déterminer ce que l'on peut faire. En fait, si on fait une liste de courses, de la liste de ce que l'on a, on obtient ce que cela permet quand on fait des combinaisons. Si j'ai un morceau de bœuf, des carottes et un oignon, je peux faire un pot-au-feu. Et si j'ai un reste de pot-au-feu, je peux peut-être faire des lasagnes, mais pour ça, il faut que j'ai des lasagnes. Alors, si j'ai pas de lasagne, je peux pas le faire. Donc, on va pas rentrer dans le domaine des possibles. Ce que je trouve intéressant, c'est que dans le domaine professionnel, on a une démarche qui s'appelle Lean Startup. Lean Startup, c'est quoi? Lean Startup, c'est donc écrit par Eric Ries, qui a monté plusieurs sociétés, qui a eu des échecs mitigés, et puis qui s'est beaucoup posé la question de est-ce que vraiment ça vaut le coup d'écrire un business plan? Parce que le business plan, je me rends compte qu'au fur et à mesure, on le change au fur et à mesure, c'est-à-dire que nous, en tant qu'entrepreneurs, on passe notre temps à réinventer notre quotidien, parce que justement, naturellement, on fait de l'effectuation, naturellement, on fait avec ce qu'on a, et même si on a dit qu'on allait viser les étoiles, au quotidien, on s'adapte à la situation. Et donc, il a cherché à mettre un petit peu de rationalisme, on va dire, dans cette démarche qui était une démarche un peu chaotique. Et donc, il s'est intéressé au principe du Lean, qui est un principe qui a été développé par Toyota pour l'amélioration continue et qui ensuite s'est propagé dans un certain nombre de systèmes. Et il part du principe qu'en fait, la problématique de l'entrepreneur quand il débute, la problématique de la start-up, mais qui est aussi la problématique de toutes les PME là, qui viennent de voir tout leur business model s'écrouler, c'est qu'elles doivent découvrir un nouveau business dans un environnement qu'elles ne connaissent pas. Elles doivent trouver des marchés, non pas en partant de clients qui existent et on les travaille et puis on fait grossir, mais en partant de rien. Et donc, il faut trouver sa place, il faut vraiment trouver sa place sur des marchés dans un contexte complètement inconnu, incertain. Et donc, le principe du Lean, c'est cette
route de Denning, qui est expérimenter, mesurer, apprendre. Donc on expérimente de façon, enfin on est très humble en fait. Il y a une notion vraiment d'humilité face à ce qu'on pense être la bonne solution. On la propose et puis on voit ce que ça donne et on essaye de s'améliorer. Dans le cadre d'un développement commercial, soit, encore une fois, hein, je dis, ce qui marche pour une start-up marche aujourd'hui pour n'importe quelle PME, parce qu'en fait, toutes les PME sont en mode start-up. Là. Toutes les PME qui n'ont plus de base récurrente qui existait se retrouvent dans la situation d'un entrepreneur qui débute. Voilà, alors il y a peut-être le quotidien à gérer, c'est peut-être encore dur et c'est pas fini, mais là, on arrive dans la période où les questions peuvent se poser de se réinventer. Ah oui, alors je n'oblitère pas une seule seconde la complexité quand on est chef d'entreprise et qu'on a déjà la responsabilité d'organiser parce qu'on a 10, 15, 20, 50, 100, 1000 employés et la structure elle-même et l'organisation doit pouvoir fonctionner. Mais non, je retire pas du tout cette partie-là. En fait, mon intervention là, elle est vraiment sur quelque part un tout petit point, mais c'est un point qui peut avoir d'énormes conséquences, qui est quel est notre modèle économique. À l'intérieur du modèle économique, quel est le modèle de revenu? Et le modèle de revenu, eh bien, où sont les clients? Voilà, ce qui est intéressant… Je t'ai interrompu, mais vas-y, hein, t'inquiète, c'était juste pour préciser. Oui. Donc, ce qui est intéressant dans ce qu'a écrit Eric Ries, c'est qu'il décompose, en fait, il dit, moi je fais comme une expérience scientifique. C'est-à-dire que je fais des hypothèses théoriques, ensuite je prends mes éprouvettes, je fais réagir les produits entre eux, je regarde ce qui se passe et j'en tire des conclusions, et les conclusions me permettent de passer à l'étape d'après. Or, ça, c'est exactement ce qu'on dit aussi dans l'effectuation, ou en tout cas le processus de l'effectuation, qui est de dire, je pars de ce que j'ai, j'agis, il se passe quelque chose, et je me repositionne une fois que j'ai terminé d'agir comme ayant des nouveaux entrants, et donc ma nouvelle situation, c'est la situation de la veille remise au goût du jour. Donc dans Lean Startup, c'est très très structuré, c'est vraiment un processus. Et c'est ça qui est assez intéressant pour ceux qui aiment les processus, c'est qu'il y a essentiellement 3 grandes catégories à travailler. Une catégorie qui sont les cibles clients. Donc ça, on connaît bien en marketing, hein, faire de la segmentation. Une deuxième catégorie qui sont les propositions de valeur. Donc les propositions de valeur, ben, finalement, ce que cela permet, ce sont des propositions de valeur. C'est-à-dire que j'ai un produit A et un produit B. Avec ces 2 produits, je peux faire une proposition d'offre qui est une proposition particulière. Comme j'ai j'ai pu lister tout ce que j'avais, je peux faire plein de combinaisons, et donc j'ai tout à coup, là où avant je ne proposais éventuellement qu'un seul produit ou qu'une ligne de produits parce que c'est ce qui marchait, et donc j'étais dans ce qui marchait et j'avais raison de le faire, tout à coup j'ai besoin de me réouvrir les chakras, je prends tout ce que j'ai, je fais une grande grille, et ça me crée plein de propositions de valeur. Et donc, je prends toutes mes nouvelles propositions de valeur hypothétiques, je prends les cibles, je peux commencer à les croiser en disant, mais si je fais la cible A et que je lui fais la proposition de valeur B, qu'est-ce que ça va donner? Et ce que propose Eric Ries, et c'est peut-être le point important à retenir, c'est qu'il fait une évaluation de ces propositions de valeur, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'il faut continuer ou pas? Est-ce que ça génère de la croissance? Et pour ça, il pose donc une hypothèse de croissance. L'hypothèse de croissance, c'est est-ce que la façon dont je propose les choses va déclencher de la viralité? C'est donc chaque client qui en a acheté un va en racheter un deuxième, puis il peut éventuellement 2, et puis il va me trouver lui-même d'autres clients. C'est un rapport de viralité. Est-ce qu'on est dans un système par abonnement, auquel cas mon mécanisme de croissance, c'est que j'ai des abonnés et puis j'en ai qui se désabonnent et il faut qu'il y en ait plus qui s'abonnent que ceux qui se désabonnent.
ou alors je suis dans le schéma qui, à mon avis, est le schéma le plus classique. Mon hypothèse de croissance, c'est plus je mets d'argent pour aller chercher un client, et plus j'ai de clients. Donc c'est ce qu'on appelle le coût d'acquisition. Et finalement, il n'y a que 3 hypothèses de croissance, il n'y a que 3 mécanismes de croissance, ce qui fait la beauté de cette technique, parce que finalement, les indicateurs deviennent plutôt, on va dire, faciles à lire. Et tant mieux, parce que comme on fait des propositions de valeur en se disant, en fait, je connais rien, je ne vais pas prendre le parti pris de dire, je sais ce qui va marcher, je ne vais pas prendre le parti pris de dire, je connais mes clients. Ça, je pense que c'est un travail difficile à faire pour les directeurs commerciaux, parce que il n'y a pas très longtemps, j'ai discuté avec le directeur d'une société, 80 personnes, leader ou numéro 2 sur son marché, qui s'est réinventé. Avant, il faisait des produits qui étaient plutôt des produits courants standards dans le domaine de la construction. Et il a failli déposer le bilan. Enfin, il a été en redressement judiciaire, et c'est en redressement judiciaire qu'il a commencé à accepter d'écouter le fait que, en fait, ses clients, ils aimaient le côté décoratif et non pas le côté standard et bas de gamme. Et donc, il a accepté de changer, de passer sur des produits qui étaient des produits dont la valeur n'était pas la résistance, mais la valeur était la couleur. Et ça a complètement changé son entreprise. Aujourd'hui, son entreprise est une entreprise ultra florissante et qui fait des produits de décoration de très très belle qualité. Donc voilà, le fait de penser que l'on connaît ses clients est une erreur. Et aujourd'hui, où tout s'est écroulé, c'est l'occasion de se dire qu'en fait, non, vos clients, vous ne les connaissez pas. Si vous croyez que vous pouvez remettre le plan A en route, je crois que vous prenez un risque très très important. Les gens auront changé de comportement. Là, pendant 2 semaines, 3 semaines, on parle de plus. Là, j'entends que Blanquer dit que peut-être même qu'il n'y aura pas de rentrée scolaire du tout et que la prochaine rentrée scolaire, ce sera en septembre. Enfin, c'est un truc de fou. Si jamais c'est ça, il faut bien comprendre que les gens ont changé d'habitude. Ils auront changé d'habitude. Donc, ils ne reviendront pas sur les mêmes processus, sur les mêmes habitudes, ils n'accepteront pas les mêmes valeurs, les mêmes propositions de valeurs qu'avant. Et donc, partir du principe qu'on sait ce qu'ils veulent est un principe extrêmement dangereux. Il faut mieux partir du principe on ne sait pas ce qu'ils veulent, on va tout proposer. Donc, tout proposer, c'est proposer des runs de test très, très rapidement avec ce qu'on appelle des produits minimum viables. Alors, produit minimum viable, ça peut être un fichier PDF qui décrit un produit qui n'existe pas encore. Ça peut être une page web qui dit, tiens, c'est ce qui se fait beaucoup, par exemple, quand on fait du crowdfunding. Du crowdfunding, on dit, tiens, je voudrais faire un produit, voilà le prototype, si j'ai 500 clients qui l'achètent, je lance la prod. Bon, typiquement, c'est un produit, le prototype permet de faire une proposition de valeur. Si jamais ça marche pas, et on n'aura pas dépensé trop. Enfin, on aura fait un investissement à perte acceptable, restons dans le langage effectuation. Et donc, ce qui fonctionne, c'est d'identifier le mécanisme de croissance. Et donc, on voit bien qu'il y a une relation entre Lean Startup et effectuation. Et en fait, cette relation, elle peut être tellement forte que le processus de Lean Startup, moi, je l'ai réécrit. Alors, je vais faire là, c'est une petite invention de ma part. Je l'ai appelé ça Lean Effectuation. Mais finalement, la roue d'amélioration continue, c'est agir avec ce que l'on a, obtenir un résultat suffisant et non pas un objectif stratégique à long terme. Et puis, une fois qu'on a expérimenté, on a fait notre run, on a un petit peu tuné les paramètres pour voir qu'est-ce qui fonctionne, eh bien, on intègre les nouveaux acquis comme étant le nouveau réel dans lequel on est, ce qui a enrichi la base de ce que l'on a, et puis on recommence. Voilà. Voilà ma proposition pour coupler l'approche Lean Startup et l'approche effectuation. Sachez que c'est des mécanismes qui peuvent fonctionner extrêmement rapidement quand on est débarrassé de tous ces modèles, de ce que l'on croit être vrai.
quand on en est vraiment débarrassé, on peut faire des expérimentations en quelques jours. Moi, j'en fais. En ce moment, j'en fais pour des startups et ça marche. Il y a des résultats extrêmement rapides. C'est assez surprenant. La plus grosse difficulté, en fait, c'est probablement d'accepter, d'abandonner certaines formes de représentation de ce que l'on croit être vrai. Merci Guilain pour ces apports et de ta générosité. Effectivement, c'est lorsque les modèles sont perturbés, la vérité quelque part elle est remise en cause, que c'est le bon moment, alors selon chacun des cas, c'est le bon moment de s'attaquer à des nouvelles choses, puisque manifestement, pour une fois, et hélas, et on ne se réjouit pas de ça, mais pour une fois, notre réalité est chamboulée pour de vrai, de manière durable. Et du coup, le moment de se réinventer, on le voit tous les jours, ne serait-ce que dans les communications paradoxales parfois que les entreprises reçoivent entre faut confiner les gens, mais faut continuer à travailler et donc faut revenir peut-être dans les sociétés. Bon, voilà, c'est un exemple de les situations de crise, les gestions de crise ont été quelque part perturbées et on n'avait jamais prévu ça et on ne s'est pas donné des messages cohérents et on ne flagelle personne, juste on réinvente au quotidien comment on peut mieux coexister et mieux prévoir ce qui va se passer.